démarrer ce deuxième panel de la journée sur la thématique du développement durable et du volontariat avec Monsieur Malo et Monsieur Nicolas Mang. Je vais laisser 5 minutes à nos participants intervenants pour se présenter à notre très cher public. Bonjour Nicolas. Peux-tu te présenter? Bonjour Marie. Merci en tout cas pour l'invitation à ce sommet qui est vraiment une innovation pour la jeunesse sénégalaise et africaine de manière générale. Donc, moi, je suis Nicolas Mbeng, je suis chargé de programme Action solidaire internationale, qui est une organisation qui contribue à la création de richesses au profit des communautés et à la transformation sociale pour un développement durable et solidaire. Donc, je suis également administrateur de la plateforme numérique Jeunesse Action Climat, qui est une plateforme de renforcement de capacités par rapport aux problématiques du climat. Merci. Excusez-moi, j'avais muté mon micro. Donc, Samba, peux-tu te présenter à nous? Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc moi je suis Samba Mbalo, je suis animateur ex-volontaire de protection civile et donc coordonnateur des Amis de la Terre Sénégal. Merci Samba, merci Nicolas. Alors nous allons démarrer ce panel sur la thématique du développement durable et du volontariat. Alors j'aurais une petite question pour vous. Qu'est-ce que le volontariat selon vous? On va commencer par Nicolas. Merci Marie pour cette question qui me semble un peu important pour camper le débat avant d'arriver dans le vif du sujet. Je pense que moi, en tout cas, à mon entendement, le volontariat est formé par le triptyque engagement, citoyenneté et participation. Donc, il se singularise en ce sens par un engagement contractuel et exclusif. Il se fait à temps plein et pour une durée définie, ce qui n'est pas trop le cas du bénévolat, en fait, qui est l'autre concept souvent apparenté avec le volontariat, mais voilà, qui diffère par ces aspects-là. Alors, Samba, comment on peut faire le link entre volontariat et développement durable? On part du principe que déjà le volontariat, c'est aussi l'acte par lequel l'individu se met au service de ça. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans lequel les gens sont beaucoup attirés, crucial quand on décide à un certain moment de leur appartenance à cette communauté-là. Et donc, c'est un engagement dans lequel les individus mettent leur fibre de sens-là qu'on arrive en développant un souci de la protection de l'intéressé, un engagement vraiment un peu des problèmes de réception à mon niveau, en tout cas, par rapport à ta réponse, mais j'ai saisi quelques bribes de ta réponse. Merci. Donc, Nicolas, pour toi, en fait, en quoi le volontariat est indispensable dans l'atteinte des objectifs du développement durable? Alors, merci Ndaï-Marie pour cette question. Il faut partir du constat qui avait prévalu en fait en 2015, lorsque l'Assemblée générale en fait des Nations Unies a adopté les objectifs mondiaux pour le développement. Il faut se rappeler qu'il y avait une consultation qui a regroupé plus de 8 millions d'individus, dont une frange importante de jeunes, et que le secrétaire général de l'ONU a résumé dans son rapport La dignité pour tous d'ici 2003. Dans ce rapport, on retrouve dans la première partie le secrétaire général de l'ONU d'alors qui dit que nous devons passer le flambeau aux jeunes. C'est à eux qu'il reviendra de mettre en œuvre jusqu'en 2030 le nouveau programme de développement durable, donc l'agenda 2030 en l'occurrence. Alors, moi, je dis au-delà même de la jeunesse, personne ne doit être laissé pour compte. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 reconnaît de façon particulière les groupes de volontaires en tant que partie
parties prenantes dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable et ces 169 cibles. Donc, on peut comprendre ici que le volontariat est quand même un moyen puissant pour attirer davantage d'individus dans le processus de développement durable. Il renforce par ce sens la solidarité internationale qui est un maillon important pour les ODD. Donc, si au regard en fait, des objectifs de développement durable, il y en a 17. On peut voir la nécessité de faire participer la jeunesse à travers le volontariat. Quand on prend l'objectif 2, ou bien l'objectif 12, instaurer des modes de consommation et de production durable. Cela signifie qu'il faut en fait transmettre, en tout cas aux communautés, un nouveau mode de production et de consommation. Donc, cela suppose un changement de comportement. Et là, pour moi, la manière d'y arriver, c'est le volontariat qui va permettre aux uns et aux autres d'aller donc dans les recoins du monde, hein, parce que le volontariat, quoi qu'on dise, dépasse nos frontières nationales et cela va permettre un peu de jeter les bases du développement durable. Donc, en ce sens, moi, je pense qu'il est très important et lors de l'Assemblée générale de l'ONU, les gens, en tout cas, ont bien vu de donner la priorité à la jeunesse à travers le volontariat. Merci Nicolas. Et en termes beaucoup plus concrets sur le terrain, quelle place le volontariat joue aujourd'hui au Sénégal dans l'atteinte de ces objectifs-là? Quelles sont les initiatives et les programmes qui sont mis en place? Alors, parlant des initiatives et des programmes, déjà, il faut le noter, il y a le programme des Nations Unies, hein, le programme de volontariat des Nations Unies, qui se fait de manière réciproque que sur le plan national que sur le plan international. Donc, cela permet aujourd'hui à des jeunes qui sont au Sénégal de s'engager dans des organisations de l'ONU, hein, pour le développement, pour la réalisation de ces ODD. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. En plus, pour les programmes de volontariat orientés ODD, on en a plusieurs. J'ai cité tout à l'heure le programme de volontariat des Nations Unies, qui en fait a pour objectif d'engager des jeunes à l'étranger ou bien au niveau national pour soutenir les organisations de l'ONU et agir pour la paix et le développement. On a également le volontariat international de la francophonie qui a des missions de 12 mois dans les domaines suivants que sont la coopération au service du développement durable, hein, la solidarité internationale, la paix, la démocratie et les droits humains, éducation et formation. Donc, sur le terrain, on peut voir que moi, j'ai été responsable de groupes de volontaires qui nous venaient de Québec. Donc, il n'y a pas que la la francophonie, oui, parce que le Québec fait partie de l'espace de la francophonie. Donc, nous, on avait pris des jeunes qui nous venaient du Québec pour venir réaliser avec nous des opérations de plantation qui fait partie aussi des ODD, notamment l'ODD 15. Donc, c'est un aspect qui est extrêmement important. Et je pense qu'au plan aussi national, il y a les volontaires du service civique national. Peut-être que Mbalo pourra y revenir un peu plus en détail. Également, les volontaires de la ville de Dakar. Alors, merci Nicolas. Samba, peux-tu nous parler un peu plus des initiatives locales qui sont prises ici pour faire un link entre le volontariat et le développement durable? Donc, le service civique national, depuis des années, a entamé un programme de formation qui permet vraiment aux jeunes de se former dans différents secteurs. Il y a les volontaires de la protection civile
qui sont chargés, eux, vraiment de réguler tout ce qui est aménagement urbain, etc. Il y a les volontaires de l'agriculture qui, nous en avons eu 13 promotions au Sénégal. Et ces volontaires de l'agriculture-là étaient vraiment censés retourner dans leur terroir et développer une agriculture familiale vraiment d'avenir. Il y a aussi les volontaires de l'animation socio-éducative qui, eux, devaient encadrer les enfants et vraiment préparer l'avenir de ce pays-là. Et donc, le service civique national a eu plusieurs corps de volontaires. C'est vrai que ces dernières années, c'est un peu au ralenti parce que depuis 2014, nous n'avons plus de corps de volontaires qui sont formés au Sénégal officiellement par l'État. Et donc, seuls les corps précédents de l'époque de la Grande Muraille Verte existent encore. Je parle de ma promotion, voilà, et les gens de ma génération. Et donc, nous avons fait des services de 5 à 6 années. Et pour dire aujourd'hui que concrètement, dans le cadre de la Grande Muraille Verte, chaque année, on avait des mobilisations de plus de 2000 volontaires de tout le Sénégal qui venaient et qui faisaient des reboisements et des activités au niveau local. Du coup, aussi, pendant les inondations, il faut voir que Dakar, dans les années 2000, a vécu de fortes intempéries. Et pendant ces inondations-là, partout à Dakar, il n'y avait que les volontaires du service civique qui permettaient vraiment de soulager les populations dans les localités. Et donc, pour dire que ce link-là, il est déjà fait depuis longtemps. Maintenant, c'est une question de politique globale et c'est une question aussi de décomplexer vraiment la question du volontariat. Quand on veut arrimer notre concept local de volontariat au concept en général, je pense que ça ne nous doit par rapport à l'atteinte des ODD au niveau local. Et ça, c'est aussi ma conviction personnelle, parce que je pense que nous avons un système de volontariat traditionnel qui est différent du système américain ou européen. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse, Samba. Alors, je vais rebondir sur ton intervention pour te poser cette question, Nicolas. Alors, quelle forme de volontariat pour le Sénégal alors? Quelle forme de volontariat serait adaptée au Sénégal? Moi, je pense que, en fait, à la différence de Samba Mbalo, hein, c'est vrai qu'il faut adapter les choses à notre réalité. Ça, c'est indéniable. Et c'est aussi, en fait, c'est une des objectifs du volontariat. Quand tu prends un groupe de jeunes et que tu les envoies dans un coin du Sénégal, c'est pour qu'eux aussi ils puissent s'imprégner des réalités sociaux de cette zone-là. Mais pour être efficace, parce qu'aujourd'hui on parle de développement durable avec des résultats qui sont attendus. Or, quand on ne voit pas, quand on ne fait pas les choses de façon planifiée, moi je pense qu'on peut rater le coup. Du coup, dans la formulation des projets de volontariat, hein, il faut, à mon sens, intégrer tous les résultats qui sont attendus par rapport au développement durable. Donc, cela ne veut pas dire que tu vas prendre les 17 objectifs pour élaborer un projet de volontariat. Tu vas voir d'abord au plan communautaire quels sont les besoins qui sont orientés vers ODD et puis élaborer un projet dans ce sens. Moi, je pense que c'est en ce moment-là qu'on pourra être plus efficace. C'est mon idée en fait du volontariat dans le cadre du développement durable. Merci Nicolas. Samba, quelle est la place des jeunes aujourd'hui dans les actions de volontariat? Je pense que cette question-là, si je devais répondre, la place des jeunes, c'est assez compliqué. Parce que moi, déjà, je suis de ceux qui pensent que le volontariat ne doit pas se résumer juste aux jeunes. Et au niveau mondial, je pense que dans les politiques, c'est plus des questions de jeunes. Et pour moi, il faut que ce soit vraiment une question de la communauté. Aujourd'hui, j'ai dit à l'entame de mon propos que nous sommes dans un monde de plus en plus capitaliste. Et quand on connaît vraiment la position du jeune au Sénégal, particulièrement, un jeune, c'est quelqu'un ici qui aspire vraiment à réaliser des choses pour sa famille,
vraiment pour sa maman, comme on le dit globalement. Et ça, c'est culturel. Et donc, aujourd'hui, quand on a ce type, je dis un exemple. Là, on a perdu Samba pour un petit moment encore. Donc, Nicolas, pour rebondir encore sur la même question. Allô? Samba, tu nous entends? D'accord? Oui, oui, je vous entends. Je dis qu'il faut délocaliser vraiment la question du volontariat du jeune à la communauté. Et du jeune à la communauté, c'est quoi? C'est-à-dire l'individu doit intervenir en fonction des besoins de la communauté et en fonction aussi de ce que lui, il décide d'offrir à la communauté. Et en ce moment, je pense que les jeunes vont représenter plus de 80 à 90% des volontaires. Par contre, ça pose un gros problème quand les jeunes ont d'autres aspirations que, voilà, ça peut tuer le volontaire. Je donne juste un exemple. Dans les années 2005-2006, quand on a eu la vague vraiment de migration clandestine ici au Sénégal, la grosse vague, il n'y avait que les jeunes qui partaient. Du coup, ce qui s'est passé, nous sommes tombés aussi dans cette même période, dans la période des fortes inondations au Sénégal. Et qu'est-ce qui s'est passé? On avait besoin de beaucoup de volontaires, on n'en avait pas, parce que tous les jeunes partaient. Et donc, pour dire juste que quand ça se résume à la question de jeunes, ça peut être vraiment catastrophique pour la communauté. Il faut qu'on soit dans un concept assez global et ne pas se limiter juste à la question de la jeunesse, même si elle est cruciale, même si elle est essentielle. Merci Samba. Alors, Nicolas, comment mobiliser les jeunes autour du volontariat aujourd'hui? Comment les intéresser? Alors, déjà, pour les intéresser, moi, je pense qu'il y a un travail dans le cadre de la vulgarisation des programmes de volontariat qu'il faut nécessairement établir. Et ça, c'est au niveau institutionnel qu'il faut le faire. Peut-être quelqu'un comme Samba qui a énormément de vécu dans cette histoire-là, connaît ce que c'est que le volontariat, mais il n'y en a pas beaucoup comme lui au Sénégal. Tu vois. Moi qui vous parle personnellement, il y a très peu de programmes de volontariat que je connais. Donc, pour mobiliser les jeunes, il faut d'abord que les gens puissent être informés. Il faut que toutes les parties prenantes soient informées qu'il existe un programme de volontariat au niveau de la Grande Muraille Verte, hein, qu'il existe un programme de volontariat au niveau de la protection civile, ainsi de suite. Et ça, c'est un travail de vulgarisation qu'il faut réaliser au niveau national. Et puis aussi, inciter les jeunes, en fait, les accompagner à la formation, hein, pour qu'ils puissent être assez efficaces lors des interventions sur le terrain. Merci Nicolas. Samba, sur le même sujet, comment mobiliser les jeunes autour du volontariat aujourd'hui? Donc, Marie, moi, je pense que ce qui est déjà important d'être fait, c'est qu'on puisse rendre le service civique pour moi obligatoire. Ça, c'est mon intime conviction. Je pense qu'il faut au Sénégal qu'on ait un service civique obligatoire. Déjà, ça nous permettra de vulgariser ces programmes de volontaires-là, mais aussi de réunir vraiment l'ensemble des jeunes du pays autour de ces programmes de volontariat. Ça, c'est déjà du point de vue institutionnel. Et moi, j'avais pensé à l'époque qu'il fallait déjà que les jeunes se mobilisent et qu'on fasse passer une loi à l'Assemblée nationale, vraiment pour rendre le service civique obligatoire. Dans d'autres pays, c'est le service militaire et ça a ses fruits parce que ça permet vraiment d'avoir des gens mobilisés autour du cadre vraiment de la nation. Et ici, pour moi, il faut même la question de la discipline. Pour d'autres questions, je pense que le service civique doit être obligatoire. Deuxième point, c'est qu'il faut des cellules de proximité dans les collectivités locales. C'est-à-dire que chaque collectivité doit avoir un groupe de volontaires vraiment affiliés. Il faut que les mairies puissent mobiliser vraiment les jeunes, les adultes, vraiment tout le monde, pour qu'on ait dans chaque collectivité locale des cellules de volontaires. Je pense qu'en arrivant à ce type vraiment de schéma-là, nous allons pouvoir avoir un maillage national avec une structure de volontaires vraiment assez efficace et assez forte, vraiment dans les actions qu'on veut mener. Merci Samba.
Merci pour vos interventions. Nous sommes à 20 minutes de la fin de ce panel. Nous allons laisser l'occasion aux participants de poser leurs questions, de donner leurs suggestions par rapport à cette thématique. Donc, si vous avez une question, vous pouvez soit prendre l'option de lever la main et d'ouvrir votre micro pour poser votre question ou d'écrire sur la barre de conversation pour nous adresser vos questions. Donc, je regarde la barre de conversation. Il y a déjà une question qui nous vient du Mali, de Brihima Traoré. Quel est le meilleur moyen de mobiliser les volontaires locaux lorsque les jeunes voient qu'ils ne sont pas rémunérés? Alors, on commence par vous, Nicolas. Merci, Marie. Moi, je trouve la question, en fait, très pertinente, raison pour laquelle il était essentiel de un peu définir ce que c'est que le volontariat. Parce que, donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc une confusion qui est faite entre le bénévolat et le volontariat. Moi, je pense que aussi, tout travail mérite salaire ou rémunération, hein, on peut le dire ainsi. Et puis, c'est une façon aussi d'engager les jeunes, c'est une façon de les motiver, etc. Parce que aussi, c'est un travail qu'ils vont faire qui rentre dans le cadre d'une politique, que ce soit sectorielle ou stratégique. Donc, moi, je pense en ce sens, l'aspect aussi financier est important et il faut le prendre en compte. Ce sont des jeunes aussi, comme a dit Mbalo, hein, qui ont des familles et qui doivent aussi, qui ont des besoins, qui doivent aider voilà, la famille à survivre. Donc, c'est important de considérer le rémunérat. Alors, merci beaucoup, Nicolas, pour ta réponse. Samba, quel est le meilleur moyen de mobiliser les volontaires locaux quand on sait que ces jeunes ne sont pas rémunérés? Bon, je pense que le meilleur moyen de rémunérer les volontaires locaux, c'est déjà d'avoir un bonus. Un bonus, je vous explique. Moi, mon schéma, je pense que d'abord, pour que les jeunes puissent s'engager dans le volontariat, il faut qu'on ait des certificats qui permettent à ces jeunes-là d'être prioritaires dans les concours nationaux, par exemple. Ça, je pense que c'est un bonus qu'on peut octroyer à un jeune qui s'engage pour son pays. C'est comme le service militaire. Je pense que le certificat voilà, militaire, il est prioritaire dans certains concours. Donc, il faut déjà qu'on puisse octroyer des bonus à ces jeunes-là. Permettre à ces jeunes-là, quand ils passent des concours ou quand ils sont vraiment dans l'administration, etc., dans la progression, d'être prioritaires parce qu'ils ont fait un service civique national, ils ont fait beaucoup de volontariat. Un deuxième côté, il faut permettre vraiment à ces volontaires-là d'être bénéficiaires de programmes sociaux qui les permettront d'être à l'abri du besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait les programmes de logement, par exemple, de masse, il faudrait que les volontaires aient des quotas dans ces programmes-là. Pour moi, quelqu'un qui s'engage pour sa communauté, quelqu'un qui s'engage pour son pays, quelqu'un qui s'engage vraiment tous les jours, a besoin à un certain moment que le pays soit reconnaissant en lui permettant, par exemple, d'être dans des programmes pour avoir des logements à bas prix, pour avoir certaines choses. Donc, je pense que pour moi, ce sont des bonus. La question n'est pas en réalité pécuniaire. Si on trouve un schéma où les gens ont des bonus parce qu'ils se sont comportés bien pour leur communauté, parce qu'ils se sont comportés vraiment avec bravoure pour leur communauté, parce qu'ils se sont engagés pour leur communauté, on pourra attirer vraiment l'ensemble des citoyens vers ces programmes de volontariat-là. Merci, Samba. Alors, nous avons une autre question. Y a-t-il une politique de communication adoptée par rapport à la vulgarisation des activités liées au bénévolat? Nicolas? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas connaissance d'une politique de communication par rapport au bénévolat. Quand j'ai voulu me renseigner par rapport à la Grande Muraille Verte, c'est moi-même qui ai appelé. J'ai pris mon téléphone pour appeler. C'est en ce moment-là que j'ai su qu'il y a un programme de volontariat au niveau de la Grande Muraille Verte. Donc, ce qui veut dire, et pourtant, ils ont des plateformes de communication qui est même très active. Ce qui veut dire qu'en termes de
de politiques de communication, moi, à mon sens, en tout cas, je n'ai pas connaissance de cela. Oui, Samba? Voilà, donc je pense que globalement, au Sénégal, il n'y a pas une politique de communication sur ces questions-là, que ce soit du bénévolat ou du volontariat. Nicolas vient de le dire, moi par exemple, j'ai participé à 6 éditions de la Grande Muraille Verte. C'est 60 jours fois 6. Et je vois qu'aujourd'hui, même beaucoup de citoyens du Sénégal, nous par exemple, on quittait ici, on partait vers l'Apgar et on arrivait dans des zones où les jeunes même qui habitaient dans cette zone-là ne savaient pas que nous étions des volontaires qui venaient par exemple de Dakar ou de Kolda, de Ziguinchor, pour venir faire du reboisement dans leur localité. Et donc ça c'est le gros problème de ce pays-là parce qu'on n'a pas un canal vraiment adapté pour faire passer l'information ou pour mobiliser vraiment les citoyens. Je vous donne par exemple une anecdote. J'étais dans un village qu'on appelle Mbartoubab et un jeune de cette localité-là m'a dit Yéna ñàkk fayda, yéen da ngeen jóge Dakar ba fii ni ñëw jëmbat ay garab. C'était comme ça. Lui, il a perçu comme ça. Donc, je viens de Dakar jusqu'à l'Apgar pour venir reboiser vraiment et puis lui, il trouve ça débile. Donc, vous comprenez, déjà, les populations dans les zones n'étaient même pas informées et pendant 6 années de suite, j'ai compris après qu'il fallait déjà enlever ces programmes-là dans les ministères. Moi, je pense que même le programme de la Grande Muraille Verte ne doit plus être un programme institutionnel. Il doit être un programme porté par les fédérations écologistes, par les organisations en tant que telles. Il faut qu'on réussisse, ça c'est un combat aussi que personnellement, je mène depuis des années. Il faut qu'on remette ces programmes-là aux organisations qui sont les plus aptes à les vulgariser ou à contribuer fortement à sa réussite. Et je pense que les Amis de la Nature, les Amis de la Terre, vraiment tous les groupes écologistes qu'on a au Sénégal, nous avons la possibilité de vulgariser ces programmes-là mieux que l'État en tant que tel. Alors, si vous aviez des recommandations finales par rapport au lien que nous devons faire entre le développement durable et le volontariat, quel serait votre message? Samba? Voilà, donc mon message, c'est d'abord, en termes de recommandations, de demander à tous les écologistes du Sénégal, déjà, de conceptualiser tout ce qu'on a comme document, comme charte internationale. C'est très important parce que la question de l'environnement, la question du développement durable, pour moi, elle est encore trop technique dans les discussions, dans les panels. Et pour moi, ça pose un problème. Parce que je suis allé plusieurs fois dans des localités assez reculées du Sénégal et j'ai compris qu'en réalité, les gens font ce que les spécialistes disent toujours dans les médias ou dans les panels. Par contre, les termes sont trop techniques pour les communautés. Et quand on veut que les communautés s'approprient en tant que telles leur avenir, il faudrait qu'on puisse redescendre un peu d'un cran. Et pour moi, je n'ai jamais été dans l'optique vraiment d'être trop théorique ou trop technique dans les questions d'environnement et de développement durable. Ça a été un choix personnel parce que je me dis que dans la question, par exemple, du recyclage, je n'ai pas besoin d'expliquer ou d'entrer dans des définitions élevées pour que quelqu'un puisse comprendre qu'il doit juste réutiliser l'objet et non le balancer. Donc, c'est aussi clair que ça. Quand nos mamans partaient au marché avec les calebasses, à l'époque, il n'y avait pas de sachet plastique. Donc, aujourd'hui, on n'est pas obligé de passer par des définitions vraiment élevées pour ramener nos femmes, par exemple, ou voilà, nos frères qui vont au marché avec des sachets plastiques aux calebasses. Il faut juste partir sur des bases culturelles et de montrer l'importance de ces objets ou de tout ce qu'on utilisait à l'époque pour arriver à quelque chose de concret. Je pense que moi, c'est la première recommandation et c'est valable pour tout le monde. Nous sommes encore trop techniques dans les questions environnementales et ça crée un gros décalage entre des spécialistes et les communautés. Et ça, c'est un. Deux, c'est l'éducation relative à l'environnement. L'année dernière, j'ai fait une expérience avec le camp écologique de Anne. C'était d'initier les enfants de 5 à 10 ans sur les questions environnementales pour qu'ils puissent former un groupe de veille et d'alerte sur les questions environnementales à Yara. Et pour moi, ça a marché parce que
j'ai vu que les enfants sont plus aptes à signaler vraiment les abus qu'on a au niveau des communautés, parce que les enfants se trouvent partout et que les adultes ont des rapports qui sont un peu faux ou un peu liés à des intérêts. Ça fait que vraiment, ils ne dénoncent pas certaines choses, alors que les enfants sont les plus aptes à le faire. Et donc ça aussi, il faut qu'on ait une éducation relative à l'environnement très, très présente dans nos manuels, partout, dans nos maisons. Et je pense que pour moi, c'est la clé de la chose. Globalement, c'est ce que Pour ne j'avais pas à te dire. couper, Sanda, avant que tu termines en fait ton mot final, je me rends compte qu'il y a quelques personnes qui voudraient intervenir et qui me font signe en inbox qu'ils n'ont pas pu poser leurs questions. Donc, ils lèvent la main Ok. depuis lors. Excusez-moi. Donc, je vais laisser la parole à Adam Annou, puis à Sadou et à Aluniaï. Donc, on va essayer d'être le plus concis possible pour pouvoir terminer à temps. Donc, Adam Annou, vous avez la parole. Oui, Oui. bonjour à tous. Je m'appelle Adam Dao, je suis spécialiste en agroécologie dans l'ONG IED Afrique. Je ne saurais commencer sans féliciter les deux panélistes et vous remercier aussi de nous donner l'opportunité de participer à ce débat tournant autour de deux concepts, à savoir le volontariat et le développement durable. Et sur ce, j'avais une question pour M. Mbalo. Alors, lorsque vous parliez des volontaires de l'agriculture, nul n'ignore en fait que quand on parle de développement durable, on mettra en exergue les trois piliers, à savoir l'environnement, le social, l'économie, qui sont tous coiffés par une bonne gouvernance. Et dans ce sens, quand on parle d'agriculture, il y a plusieurs types d'agriculture. Donc, quand on fait le link entre le volontariat et le développement durable, j'aimerais savoir dans le concept des volontaires en fait de l'agroécologie, quel type d'agriculture est-ce que vous prenez pour une première question? Pour une deuxième question aussi, lorsque vous parliez dans la dernière question qu'on vous a posée, que ce sont les mairies qui doivent mobiliser les jeunes. Là, je suis un peu confuse parce que on est dans un monde où on doit renverser en fait la tendance. Auparavant, il y a les bailleurs, les collectivités territoriales, les partenaires, etc., qui venaient par exemple dans une localité et présentent un projet ou bien un programme à une communauté. Mais je pense à mon avis que maintenant, la tendance doit être renversée. En quoi faisant? Ce sont les jeunes, que ce soit une association de jeunes, association de femmes, etc., qui doivent concevoir les projets tout en mettant, par exemple, en phase avec les besoins de leur localité spécifique et essayer de conceptualiser ça en une sorte de programme, de projet ou bien n'importe quelle autre initiative. Et c'est à partir de là qu'ils doivent aller, par exemple, auprès des collectivités territoriales, s'il y a même des partenaires, etc., pour leur présenter afin, par exemple, de mettre en œuvre leur initiative, à mon avis. Donc, je pense que là, ça devrait être en fait le contraire. Et c'est à partir de là que les collectivités territoriales vont essayer de voir par quels moyens les accompagner de sorte à mettre en œuvre leur projet, programme ou bien n'importe quelle initiative. C'était cette remarque que j'avais à la fin et une seule question. Merci beaucoup encore une fois et je vous félicite davantage. Merci. Alors, on va essayer d'avoir des réponses beaucoup plus brèves pour pouvoir prendre les autres questions. Samba? Alors oui, voilà, donc je pense que merci beaucoup pour la question. Sur la question des volontaires de l'agriculture, bon, j'avais expliqué, c'était un programme de l'État du Sénégal dirigé par le service civique national. Et ces volontaires de l'agriculture, à l'époque, c'était aussi une réponse contre l'immigration clandestine. Et donc, on demandait aux jeunes de se former pendant 2 ans et de retourner dans leur localité, mais pour être dans une agriculture familiale, parce que l'agriculture familiale, c'est l'agriculture de l'avenir. Et donc, ça permettait déjà à ces jeunes d'être autonomes, mais aussi d'être dans une agriculture sans pesticides et vraiment avec des aspects qui tournaient autour de la protection de l'environnement et vraiment du développement de la communauté à travers l'autosuffisance alimentaire.
Ça, c'est un. Pour votre deuxième intervention, je pense qu'on ne s'est pas compris parce que je parlais de collectivité en tant que maillon de la chaîne qui permettrait vraiment de mobiliser les corps de volontaires. C'est-à-dire aujourd'hui, dans chaque mairie, dans chaque collectivité, nous avons des quartiers. Et donc, la mairie polarise les chefs de quartier. Et donc, on suppose que si dans chaque quartier, il y a un groupe de volontaires, la mairie, c'est-à-dire que la collectivité en tant que telle peut avoir un groupe de volontaires assez fort. Pas dans les programmes, mais c'est-à-dire que dans la présence physique, les collectivités ont beaucoup de compétences qui sont transférées. Et de ce fait, elles peuvent vraiment aider sur ces questions-là. Merci Samba. On va prendre la question de Sadou. Sadou, tu nous entends? Hello, oui, Sadou. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci Marie et merci aux deux panélistes. Et merci également à Nicolas Mbeng, à qui voilà, on se connaît dans le cadre de nos activités bénévoles, si on peut les appeler ainsi. Donc voilà, j'ai bien quand même écouté comment dirais-je, les interventions. Maintenant, la question que je vais poser à ces deux messieurs, c'est aujourd'hui connaissant la diversité des associations environnementales, parce qu'aujourd'hui nous savons qu'il y a tellement de jeunes qui sont constitués en association environnementale et malheureusement on a toujours en tout cas des problèmes pour répondre en tout cas aux changements climatiques. Est-ce que aujourd'hui peut-être la tendance c'est de voir comment on doit quand même trouver une plateforme, trouver, si vous voulez, un cadre qui va essayer de fédérer ces différentes initiatives et qui peut-être nous permettront vraiment de faire un résultat politique. Maintenant, ma question, c'est de savoir, en tant que peut-être des experts en la question, qu'est-ce qu'ils penseront, qu'est-ce qu'ils proposeront, quand même, si on fait ces genres d'initiatives, nous pourrons quand même avoir ce genre de cadre ou plateforme qui vont permettre en tout cas de regrouper les jeunes autour en tout cas d'une table pour répondre à la question climatique. Maintenant, l'autre suggestion, c'est de parler dans le cadre des collectivités territoriales, parce qu'aujourd'hui, c'est une compétence transférée de l'environnement, mais moi, je pense que, et je parle en tant que spécialiste en collectivité territoriale, c'est que le constat qu'on a fait est que les collectivités territoriales ne peuvent pas quand même gérer l'environnement. Il faut quand même que les gens le sachent. Parce que souvent, on fait parfois l'amalgame qu'une compétence est transférée et il n'y a pas les moyens nécessaires quand même permettant à ce collectivité territoriale de pouvoir répondre à la question de l'environnement. Non seulement il y a un problème financier, mais également il y a un problème de problème humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assez de personnes ressources en matière de l'environnement au niveau des collectivités territoriales. Et nous tous, nous savons comment est le recrutement au niveau de ces en tout cas, administrations. Et si vous n'êtes pas politique, vous ne pouvez pas accéder à ces fonctions, en tout cas, d'élu, en tout cas, local. Maintenant, il faudrait, je pense, aujourd'hui, une autre en tout cas, vision, en tout cas, une autre entente qui va permettre au moins, dans le cadre de l'élection de ces élus locaux, ou bien que la loi même réglemente que pour la commission environnementale au niveau de collectivité territoriale, il faudrait qu'un spécialiste en environnement puisse la gérer. Et là, peut-être, on va voir si ce dernier pourra quand même mettre des initiatives, mettre des projets, et quand même pour pouvoir assurer, en tout cas, d'une part, les pouvoirs publics et d'autre part, la population pour mieux gérer les questions climatiques. Merci beaucoup. Merci. Des réactions par rapport à l'intervention de Sadou? Et si on peut prendre juste 1 minute chacun également pour, par la même occasion, donner votre message de fin. Alors, moi, d'abord, je félicite Sadou pour l'excellent travail qu'il est en train de faire, notamment dans le sud à Ziguinchor. Par ailleurs, lui, il est président de la plateforme nationale des clubs changement climatique. Donc, en partie, il répond à sa question. Moi, je pense que c'est important d'avoir une synergie dans les actions parce que seul on va vite. En fait, seul on va vite, mais ensemble on va. Ensemble on va sûrement. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut dans cette histoire-là, c'est de créer des plateformes qui va fédérer en fait l'ensemble des initiatives en termes d'associations environnementales.
Si on a aujourd'hui le groupe des environnementalistes, si on a la plateforme numérique sur les changements climatiques, ce serait aussi bien qu'on puisse avoir une structure qui va plafonner tous ces entités-là. C'est en ce moment qu'on va être plus fort pour pouvoir capter des fonds pour réaliser les objectifs que l'on s'est fixés. Et puis, par rapport aux collectivités territoriales, moi, je trouve le transfert des compétences, notamment l'environnement, important. Je pense que aussi, on a déjà les services techniques qui sont là, des services techniques déconcentrés. Leur travail, en quelque sorte, c'est aussi de venir appuyer les collectivités territoriales. On n'a pas dit que l'environnement est transféré. Voilà, on laisse ça aux collectivités territoriales. Ce n'est pas ça, en fait, l'idée qui est derrière, mais c'est un travail de synergie. Il faut que les gens, les collectivités, en fait, les services techniques, les eaux et forêts, l'agriculture, l'élevage, ainsi de suite, puissent venir en aide. Ça, c'est des ressources quand même humaines importantes et qualifiées, puissent venir en aide des collectivités territoriales. Ça, c'est ma conviction. Merci Nicolas pour ce message final plein d'espoir. Samba, veux-tu passer 2-3 petits mots pour terminer? Voilà, donc moi je pense que déjà, pour répondre à la question de Sadou, ce qu'il faut faire, c'est ce que, par exemple, Ndeye Marie a su faire. C'est juste ça. Moi, j'ai vu la naissance de beaucoup d'initiatives depuis les années 95, 96 jusqu'à ce jour. Voilà, Alternativa, la Grande Muraille Verte, etc., etc. J'ai vu vraiment, j'ai été membre de la Fédération des écologistes du Sénégal, etc., etc., de réseau des écologistes. Mais jusqu'à présent, nous ne faisons que créer des organisations. Mais en réalité, nous n'avons pas une fédération nationale dans laquelle toutes ces organisations-là vont pouvoir se mouvoir. Ce qui est important, c'est que nous avons beaucoup d'organisations qui sont à peu près spécialisées dans différentes questions de l'environnement. Il faudrait maintenant qu'on puisse les regrouper pour qu'on puisse avoir une politique nationale d'organisation communautaire de base sur les questions environnementales. Je pense que ça, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut qu'on dépasse nos clivages d'organisations individuelles, etc., qu'on ait une fédération dans laquelle vraiment les organisations seront assez autonomes avec leurs champs d'intervention et les zones d'intervention. Par contre, qu'on puisse se réunir pour avoir une politique globale destinée au secteur de la société civile sur les questions environnementales. Bon, pour terminer, c'est vraiment de saluer l'initiative de SN, Summit Climat. Donc, c'est important parce qu'aujourd'hui, la question du numérique se pose et de comment utiliser aujourd'hui les technologies de l'information dans le combat contre le réchauffement climatique, contre la dégradation de l'environnement. Et ça, nous avons travaillé beaucoup là-dessus et ce travail-là, il nécessite maintenant une appropriation des communautés en tant que telles. Il faut que nous puissions inciter nos développeurs à créer des applications sur les questions des feux de brousse, des applications sur beaucoup de choses, sur même les coupes de bois. Il faut qu'on puisse maintenant, aujourd'hui, avoir des applications assez sophistiquées qui nous permettront vraiment d'avoir un maillage et un aperçu sur notre territoire globalement. Donc, c'était ça le mot de fin et je vous remercie. Merci Samba, merci Nicolas pour ce panel exceptionnel sur le thème du volontariat et du développement durable. J'espère que ça vous a plu à tous les participants. Je vois une dernière réaction sur l'échange des contacts et des mails. Sachez que le groupe WhatsApp dans lequel vous êtes tous regroupés sera ouvert dans quelques instants. Vous pourrez continuer les échanges et éventuellement poser d'autres questions à nos panélistes, mais également échanger vos contacts. Alors, le SN Climate Summit, il continue encore pour aujourd'hui dans la soirée. On a un concert, je sais que Samba va adorer. Et on a également un partage d'expérience du professeur May. On a encore 2 journées d'échange autour des différentes thématiques. Je vous remercie pour votre engagement pour l'environnement, pour tous ces arguments et tous ces échanges que vous avez amenés aujourd'hui. C'était vraiment très enrichissant. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour les autres participants sur d'autres panels et d'autres interventions de nos très grands experts ici présents. Merci et passez un bon après-midi et une bonne journée. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci à vous, pareillement.